Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par Madame Rita Floyd, professeure de sécurité internationale et de déontologie, département des sciences politiques et des études internationales, Université de Birmingham, Grande-Bretagne. La conférence s'intitule « Changement climatique et avenir de l'OTAN ». Nous vous souhaitons une bonne écoute et pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes. Très bien, merci infiniment pour cette introduction que j'ai ratée parce que ce n'est que après un moment que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'enfile un casque pour avoir la traduction à peu près à mi-parcours, mais en fin de compte, je connais tous les ouvrages que j'ai écrits, donc bon, ça allait. Mais en tout cas, j'ai eu la partie importante. Très bien, donc merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai fait une visite de Paris hier et ce qui était très agréable, je n'étais pas venu à Paris depuis une vingtaine d'années et c'est toujours bien de se retrouver et de voir les anciens lieux que je connaissais et de nouveau aussi. Donc, de toute évidence, l'intitulé de la série de conférences tient à l'avenir des alliances militaires et au début, j'allais parler du conflit ukrainien, de ce qu'il arrivera à la sécurité européenne, mais étant donné que je suis l'une des dernières intervenantes, voire la dernière intervenante, je suis sûr que tout a déjà été évoqué par les précédents, mais en outre, ça n'est pas vraiment mon domaine. J'en ai enseigné la sécurité européenne pendant 10 ans à l'Université de Birmingham, mais mes recherches ont toujours porté sur la sécurisation et la sécurité climatique et j'ai quelques ouvrages sur ce sujet en préparation en ce moment et donc je pense qu'il était plus important de parler de ce genre de choses-là. Donc l'OTAN, le changement climatique et l'avenir, est-ce un défi ou une opportunité? Voilà l'intitulé de ma conférence. Alors je vais vous exposer de quoi je vais parler ce soir. Tout d'abord, qu'est-ce que le changement climatique? Je suis sûr que la plupart d'entre vous le savez, mais on ne sait jamais. Puis, le changement climatique comme menace sécuritaire. Quel est le lien entre le changement climatique et la sécurité, ce qui est quelque chose de bien plus abstrait? Sauf si on y a déjà été confronté, on ne sait peut-être pas quel est en effet le lien. Et là, plus particulièrement, le changement climatique en tant que menace pour l'OTAN. Qu'est-ce que cela signifie? De quelle façon une alliance militaire comme l'OTAN est-elle remise en question ou menacée par le changement climatique? Puis, cela pourrait vous surprendre d'entendre que l'OTAN fait quelque chose contre le changement climatique d'ores et déjà. Comment elle s'implique? Et puis, à partir de là, je vais en passer à la partie un petit peu plus spéculative, l'avenir et donc quelles seront les exigences placées sur l'OTAN à l'avenir, ce qui est spéculatif, mais j'espère vous donner des raisons suffisamment significatives pour rendre mon argument plausible. Et oui, tout n'est peut-être pas aussi morose que cela. Selon moi, le changement climatique est un défi, mais éventuellement, si on le traite correctement, cela pourrait être une opportunité. Très bien. Donc, bien sûr, maintenant, nous savons ce qu'est le changement climatique. C'est en fait un phénomène naturel. Sans réchauffement planétaire, je crois que la planète serait complètement inhabitable. Mais en fait, la façon dont le réchauffement planétaire fonctionne rend la planète agréable et tout à fait vivable. Et les émissions de carbone de la planète sont piégées dans l'atmosphère de ce fait. Mais en fait, c'est la quantité d'émissions de carbone qui n'est plus naturelle. C'est anthropique, nous le savons. C'est surtout dû à nos comportements qui tiennent à la combustion de combustibles fossiles. Et ce que nous savons aussi, nous savons quelles sont les implications du changement climatique, quels sont les problèmes, quand est-ce que cela devient un problème. Il y a l'augmentation des températures de surface dans le monde, ce qui fait que les océans se réchauffent également, les calottes glaciaires se réduisent, les glaciers reculent également, et ces deux phénomènes pris ensemble entraînent une hausse du niveau des mers, et puis la perte de l'effet d'albédo,
ce qui est dû au fait que les calottes polaires reflètent la lumière solaire et donc avec cela, nous avons aussi des événements météorologiques extrêmes qui augmentent en fréquence et qui sont de plus en plus extrêmes. Nous l'avons vu en Europe avec des incendies de forêt, avec des inondations dans beaucoup d'endroits, etc., etc. Des sécheresses également. Donc, que cela nous plaise ou pas, le changement climatique est en fait une véritable menace. C'est une menace réelle qu'on le voit comme telle, que l'on soit homme politique ou bien que l'on soit simplement dans la population. Il faut le considérer comme une menace pour la sécurité. Il n'y a pas à tortiller autour de cela. Alors, ça n'est pas intentionnel, même pour les personnes qui ne pensent pas que le changement climatique est un sujet de préoccupation. Eh bien, ces personnes causent quand même le changement climatique. C'est une menace qui est différente parce que généralement, quand on voit des menaces, il y a un agresseur et une personne qui souhaite porter préjudice intentionnellement. Le changement climatique est différent. Il se produit du fait de notre comportement et au début, parce que nous ne savions pas ce que nous faisions qui pouvait provoquer cette menace et maintenant, parfois, par une négligence délétère parce qu'il n'y a pas suffisamment de mesures qui sont prises pour contrer le changement climatique. Et dans les études sur la sécurité, nous pensons à différents référentiels de la sécurité, ce qui est assez étrange comme terminologie, mais ce sont les personnes qui sont menacées par un phénomène en particulier. Cela nous aide vraiment à ordonner les menaces sécuritaires de façon un peu plus analytique pour ne se perdre dans les détails des différentes dimensions de la relation entre menaces et sécurité. Avec le changement climatique, nous savons que les êtres humains sont menacés par le changement climatique, notamment ceux qui dépendent de l'agriculture ou de moyens de subsistance plus ruraux, donc probablement dans le monde en développement. Souvent, ces personnes sont menacées par la perte de leurs moyens de subsistance, mais même ici, nous ne sommes pas entièrement à l'abri du changement climatique en tant que personne, en ce sens que le changement climatique va entraîner une diffusion vers le nord des agents pathogènes, des maladies transmissibles qui généralement ne pullulent que dans les climats plus chauds, mais avec le réchauffement du climat, eh bien, ces maladies vont remonter. Le virus Zika, par exemple, existe depuis des années dans certaines parties de l'Afrique, mais de plus en plus, on le retrouve au nord. Le changement climatique menace aussi la sécurité nationale, ce qui revient à dire la sécurité de l'État. Et tout ce qui est associé, ça peut être une menace pour l'économie, notamment quand l'économie est axée sur des choses en particulier qui dépendent de certains types de climat, que ce soit pour la culture, par exemple la culture du café, mais dans l'Europe centrale, alors je ne sais pas si c'est tellement un problème en France, mais en Suisse et en Autriche, là où le ski est touché par la perte de l'enneigement. Et donc, pour les régions qui dépendent des sports d'hiver, eh bien, il va falloir changer car c'est une menace. Et puis, à l'extrême, il y a une possibilité que le changement climatique contribue aux conflits violents. Il y a eu beaucoup de recherches dans ces domaines, même dans les années 90. On voyait à l'époque un changement environnemental, une dégradation écologique. Et donc, est-ce que l'on peut isoler le changement écologique comme un facteur contributif à ces conflits violents? Et maintenant, on voit plutôt cela comme un multiplicateur des menaces. D'autres facteurs sont en place, mais s'il y a des institutions fragiles, une corruption de l'État, le refus de l'État d'accepter l'aide extérieure, eh bien, le changement climatique pourrait venir contribuer à des conflits violents. Mais le changement climatique a aussi des répercussions sur les forces armées. Et c'est cela qui est important pour nous aujourd'hui. Les forces armées dans le monde entier ont des installations
militaires, des bases militaires, et déjà les catastrophes environnementales provoquent énormément de dégâts sur ces installations militaires. Par exemple, ici, vous avez un exemple tiré des États-Unis où 2 ouragans en 2018 ont provoqué des dégâts pour environ 8 milliards de dollars en réparation pour ces bases militaires. Bien sûr, on pourrait dire qu'il y a toujours eu des ouragans qui ne sont pas provoqués par le changement climatique, mais selon certaines recherches, ces phénomènes préexistants sont aggravés par le changement climatique. Et des recherches récentes indiquent qu'en fait, le changement climatique pourrait saper le facteur de dissuasion nucléaire de l'OTAN ou d'autres pays, en fait. Par exemple, ici, ce sont certaines bases navales aux États-Unis qui pourraient être à risque du fait de la hausse du niveau des mers. Il y a aussi d'autres exemples tirés de Turquie, qui partagent depuis longtemps des armes nucléaires tactiques avec les États-Unis et des inondations éclairs dans les régions d'Itchalik. J'ai peut-être écorché le nom. La base d'Itchalik pourrait venir saper la dissuasion nucléaire du fait de dégradation. Et puis, il y a aussi les effets du changement climatique sur la capacité des humains, des forces armées, à s'entraîner et à combattre. Déjà pendant la guerre d'Irak, des températures supérieures à 50 degrés centigrades avaient rendu impossible le déploiement de certains personnels militaires qui ne le supportaient pas. Et puis, ce sera de plus en plus le cas dans le cas de l'OTAN. Il y a la mission KFOR au Kosovo, où le nombre, je crois, d'alarmes, de journées d'alerte rouge, comme on les appelle, je crois, où la température dépasse un certain seuil sûr, au-delà d'une certaine température absolue, eh bien, ce nombre de jours d'alerte rouge augmente chaque année. Et puis, il y a aussi les effets sur les matériels militaires. Les hélicoptères, par exemple, j'ai mis une photo d'un hélicoptère ici, eh bien, il est de plus en plus difficile de faire décoller des hélicoptères du fait de la densité de l'air plus chaud qui est différente et qui fait qu'il est plus difficile de faire voler des hélicoptères. Ou bien, s'ils peuvent voler, ils peuvent être moins chargés en poids et donc cela a des effets concrets, directs sur les opérations militaires. Au-delà de cela, les catastrophes environnementales aggravées par le changement climatique sont aussi une distraction majeure pour les forces armées. Les forces armées sont aguerries à ce genre d'exercice humanitaire. C'est l'armée que l'on appelle parce que ce sont les seuls à avoir les moyens suffisants pour apporter de l'aide, mais globalement, ils seront de moins en moins disposés à le faire du fait du nombre de catastrophes naturelles induites par le changement climatique, parce que de plus en plus, c'est là la nature de leurs engagements et donc ils ne sont plus disponibles pour faire d'autres choses. Et certaines forces armées se préoccupent particulièrement des implications pour leur capacité à assurer la sécurité nationale lorsqu'ils sont constamment impliqués dans des interventions suite à des catastrophes. Très bien, j'en viens maintenant à l'OTAN. Après tout ce que j'ai déjà dit, cela ne vous étonnera peut-être pas d'entendre que le changement climatique est déjà traité par l'OTAN. L'OTAN a publié un concept stratégique, il le fait environ tous les 10 ans. Le dernier a été publié en 2022. C'est une sorte de document politique comme une stratégie de sécurité nationale qui expose quelles seront les actions futures, les domaines de priorité. Voilà ce qui va guider nos actions pendant les 10 prochaines années. Et dans le concept stratégique de 2022, on y dit que le changement climatique est un enjeu qui définit notre époque avec des impacts profonds sur la sécurité alliée. Et on y dit aussi que l'OTAN devrait être l'organisation internationale de premier plan lorsqu'il s'agit de comprendre et de s'adapter
aux effets du changement climatique sur la sécurité. Alors, voilà, là, on a posé le ton. L'OTAN souhaite s'impliquer dans ce domaine avec une reconnaissance forte aussi que le changement climatique est au même niveau que les autres menaces sécuritaires. Ça, c'est assez nouveau pour l'OTAN. Les autres forces armées, par exemple, il est étonnant pour vous d'entendre que le département de la Défense américain a aussi été très actif dans ce domaine et depuis longtemps. Et puis d'autres armées également. Et en fait, l'OTAN n'y est venue qu'en 2020-2021. Quand l'OTAN a soufflé ses 70 bougies en 2019, le changement climatique n'était pas vraiment un problème. Si vous prenez la documentation publiée, même à l'occasion du 70e anniversaire, et alors on fêtait ce grand anniversaire et ensuite on a fêté les 75 ans en 2024, on peut faire une comparaison directe entre ce qui était vraiment à l'ordre du jour à l'époque et maintenant, on peut remarquer ce basculement quant au changement climatique. Et là, on peut se demander vraiment d'où cela provient. Votre président Macron a eu un rôle en cela, pas tellement du fait de son palmarès impeccable en matière de changement climatique, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il en ait un tout court, mais plutôt du fait de sa célèbre saillie de 2019 sur l'OTAN, où il a dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on en a parlé ici, mais en Grande-Bretagne, cela a fait les gros titres pendant un moment. Et je crois que c'est dû au fait que cela mettait le doigt sur un sujet qui fâche. Et on se demandait bien sûr, est-ce que c'est vrai? Mais il y avait aussi un certain négationnisme. Bien sûr qu'on sait que ce n'est pas vrai, que le temps va très bien. Mais en fait, ce qui s'est ensuivi, c'est l'initiative NATO OTAN 2030, appelée Racines et branches. Alors, les pays de l'OTAN ont demandé au secrétaire général de l'époque, Jens Stoltenberg, d'élaborer un programme pour déterminer la signification, une sorte de réflexion prospective sur l'OTAN, comment on pourrait la renforcer à l'avenir, quel genre d'OTAN souhaitons-nous pour l'avenir. Et bien sûr, en 2020 et 2021, je crois en 2021, ça a été l'année cruciale, l'OTAN a lancé ce programme 2030. Et l'une des problématiques à l'ordre du jour y était le changement climatique. Personnellement, je crois que Stoltenberg a été un grand initiateur de cela. Ce n'était pas tellement Macron, mais plutôt Stoltenberg, qui avait été envoyé onusien sur le changement climatique avant d'accepter le rôle de secrétaire général de l'OTAN. Et au début, on doutait du fait qu'il était le meilleur homme pour le poste parce que le changement climatique n'était pas vu comme un problème pour l'OTAN. Il savait même qu'il s'agissait d'un sujet qui divisait l'Alliance et que donc il ne pouvait pas vraiment pousser les feux sur cela. Donc, on pourrait dire qu'il n'a fait que ronger son frein jusqu'au moment où il pouvait peut-être faire avancer ses positions sur le changement climatique. Alors, peut-être que c'est aussi dû au fait que la Maison-Blanche, après 2020, était plus réceptive à ces messages sur le changement climatique. Donc, en 2021, l'OTAN a lancé son plan d'action sur le changement climatique qui comprend 4 composantes. L'une est la sensibilisation des alliés au changement climatique, donc la reconnaissance qu'il y a encore plus de travail à faire et que tout le monde doit collaborer autour de ce message. Deuxièmement, s'adapter à un monde au climat qui a changé dans tous les domaines, y compris la planification, les installations et l'entraînement. Il faut reconnaître quels sont les effets du changement climatique sur les opérations de l'OTAN et ce que l'on peut y faire. Et puis, l'atténuation, y compris surtout le verdissement de la défense, comme on l'appelle, et la réduction des émissions.
Et puis, la communication, y compris la coopération avec les pays hors OTAN, mais aussi avec la société civile, pour en apprendre de la société civile et peut-être aussi qu'ils en apprennent plus de l'OTAN. Et il y a 4 grands mécanismes qui, dans les faits, viennent sous-tendre tout cela. Depuis 2021, chaque année, le secrétaire général publie une étude d'impact sur le changement climatique et la sécurité. Là, c'est la dimension sensibilisation, en gros, où l'on expose de façon assez détaillée quels sont les effets du changement climatique sur l'OTAN. On y inclut des études de cas pour montrer les mesures qu'essaye d'adopter l'OTAN, puis on publie un recueil des bonnes pratiques. Là, c'est la partie adaptation. Alors, c'est un document moins intéressant, je pense, pour le profane. On y énumère des exemples d'installations militaires et bases militaires particulières dans différents pays pour montrer ce que chaque commandant de base a fait. Là, des bonnes pratiques, cela signifie ce que peuvent apprendre les commandants de base des autres, de ce qui a été fait autre part. Donc, on essaye vraiment de recueillir et d'agglomérer ces faits. Et puis, l'OTAN sait que si l'on souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre, en fait, il faut savoir déjà combien l'on émet. Et donc, il y a toute une méthodologie, un outil pour cartographier les émissions de gaz à effet de serre afin de pouvoir affirmer quelle a été la différence concrète qui a été accomplie pour savoir quel est le point de départ et où l'on souhaite se retrouver. Et puis, la plus grande initiative de communication, c'est le Centre d'excellence sur le changement climatique et la sécurité de l'OTAN. Il y a pas mal de centres d'excellence de l'OTAN. C'est le plus récent. Il se situe à Montréal, au Canada. Il a ouvert il y a quelques années, environ 2 ans. Et on essaye vraiment de donner plus de visibilité au changement climatique au sein de l'OTAN. Alors, est-ce que cela suffit? Non. Bon, tout dépend à qui on demande, bien sûr. Mais évidemment que cela ne suffit pas, parce que pour faire changer les choses significativement, cela ne peut pas rester au niveau politique. Il faut que cela se retrouve au niveau bien plus opérationnel. Et pour l'instant, cela ne s'est pas vraiment concrétisé. L'ambition existe, mais pour l'instant, cela reste plus seulement cela, une ambition plutôt qu'une véritable action concrète. Et nous avons été quelque peu égarés par les événements récents aussi, y compris la guerre en Ukraine. Mais c'est un bon point de départ. Donc, si vous souhaitez rester plus positif, c'est ce que disait le professeur Gauthier tout à l'heure, c'est un point de départ. Mais alors, venons-en maintenant à la partie importante. À partir de là, où pouvons-nous aller? Là, c'est la partie d'avenir plus spéculative, ce qui ne s'est pas encore produit. Comme vous le savez, il y a un nouveau président à la Maison-Blanche, un homme orange à la Maison-Blanche. Nous savons qu'il n'aime pas bien le changement climatique. Nous savons qu'on ne peut pas faire beaucoup de prédictions fiables quant aux actions de Donald Trump, mais nous savons que dans le domaine du changement climatique, de façon persistante, il a été très négatif. Pas toujours d'ailleurs. Il y a un moment, il avait signé une lettre qui appelait à plus d'actions climatiques, croyez-le ou non, mais très clairement, c'était vraiment un événement isolé, une anicroche. Son message, depuis les élections, c'était drill baby drill, fort chéri fort, donc l'extraction de combustibles fossiles pour les utiliser, les faire brûler. Et puis, il a déjà pris des mesures qui indiquent une direction spécifique, y compris la réduction des financements pour les mesures de l'Inflation Reduction Act de Biden, et il a déjà aussi retiré les États-Unis de l'accord de Paris. Donc, il semble que Trump aille dans une seule direction sur cette question en particulier. L'autre chose, et j'y ai fait rapidement allusion, c'est le retour au conflit entre grandes puissances. Soudainement,
En 2019, je crois avoir dit que le président Macron avait vraiment mis le doigt sur un sujet qui fâche quand il demandait si l'OTAN était en état de mort cérébrale, mais de nos jours, l'OTAN est très importante, en tout cas pour les Européens. Mais elle est importante du fait de la guerre en Ukraine et parce que nous nous retrouvons dans une situation de type guerre froide. À certains égards, c'est assez positif pour l'OTAN parce que cela lui donne de l'importance, mais d'un autre côté, cela peut aussi mettre de côté toutes ces autres problématiques. Alors, oui, on parlera de changement climatique, mais pourquoi? Ben, on le fera quand il n'y aura plus l'Europe, la guerre aux portes de l'Europe et quand on ne sait pas quand elle va se terminer. Et puis, il y a un nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui, si je ne m'abuse, est du côté, disons, du changement climatique. En tout cas, il en est conscient puisqu'il était Premier ministre aux Pays-Bas, je crois, quatre fois de suite. Donc, il avait à ce titre des politiques climatiques extrêmement exigeantes. Enfin, les Pays-Bas étaient particulièrement, et les Néerlandais particulièrement, conscients du problème, dans un pays où, évidemment, une grande partie des terres qui sont récupérées sur la mer. Mais il y avait, évidemment, on a perdu à l'OTAN la personne qui avait véritablement priorisé la question du changement climatique, même si le nouveau secrétaire général est quand même conscient du problème. Alors, pour passer à une perspective positive, en tout cas, pour présenter le dossier de manière, disons, active, le changement climatique, évidemment, se concrétise chaque année. L'année 2023 a été celle des températures les plus élevées de toute l'histoire. Et ce mois de mars, en Grande-Bretagne en tout cas, est celui où les températures ont été, là encore, les plus élevées. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais là, depuis 2019 en tout cas, on n'a jamais connu des températures aussi élevées au Royaume-Uni et un peu partout dans le monde. Les températures s'élèvent. La tendance aux catastrophes naturelles va toujours dans le même sens. On le voit sur cette diapo, le nombre d'événements et de catastrophes naturelles. Et puis, et là, alors, c'est un chapitre un graphique que j'aurais peut-être pas dû montrer parce qu'il s'agit des forces de défense australiennes. Alors, c'est pas l'OTAN, mais enfin, c'est quelque chose qui est typique de toutes les forces armées de tous les pays. On voit tous les efforts qui sont consentis au titre donc des réactions aux catastrophes naturelles. C'est-à-dire que vous avez des forces armées qui consacrent de plus en plus de temps à ces sujets. Alors, il y a en fait, disons, deux tendances contraires. D'un côté, la flèche rouge. Alors, l'autre était censée être verte. Elle est sortie en orange, mais elle aurait dû être verte. Enfin, d'un côté, vous avez le déni. C'est-à-dire, on dit que... mais vous avez... on dit qu'il y a des combustibles fossiles à utiliser, qu'on a le droit de les utiliser. Et là, il y a sur ce déni du changement climatique des attitudes qui sont assez unanimes. Et cela s'accompagne avec une montée des mouvements de droite. Alors, ça tourne autour également de l'information ou de la désinformation. Donc là, vous avez des forces qui sont, disons, contre l'établissement d'un avenir de l'OTAN où le changement climatique est pleinement pris en compte. Et puis ensuite, vous avez de l'autre côté les catastrophes naturelles qui sont constatées, les coûts que cela engendre, pas simplement en termes de vies humaines, mais il y a évidemment des coûts purement financiers, la visibilité du changement climatique et l'opinion publique. Là, c'est une tendance qui va dans l'autre sens, mais deux mots tout à l'heure, justement, sur l'opinion publique. Alors, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Alors, aucun analyste, aucun chercheur va se lancer dans des prévisions, mais enfin, essayons quand même, si le changement climatique est une menace pour la sécurité internationale, au même titre que la guerre, alors disons,
la guerre, disons, à forte intensité de carbone sera de plus en plus, ou de moins en moins plutôt, une option pour l'OTAN, qui sera devenue de moins en moins morale et peut-être de moins en moins légale. Alors, comment on arrive à parler de juridisme? Alors, juridisme, oui et non. En fait, là, j'ai quelques éléments qui semblent aller dans ce sens-là, et je m'explique. Comment suis-je arrivé à cette constatation? Vous voyez, cette citation ici, le conflit militaire est un vecteur important du changement climatique, et on a parlé de la guerre d'agression de la Russie. Ça, c'est un extrait de l'étude autant des incidus du changement climatique sur la sécurité, où c'est donc dans le rapport de 2024. On parle des effets du changement climatique sur les forces armées, et puis à l'avant-dernière page de ce rapport, on dit que l'un des facteurs, l'un des vecteurs du changement climatique, c'est ce que nous faisons nous-mêmes à l'OTAN. C'est-à-dire l'activité qui consiste à mener la guerre ou à se préparer à la guerre. C'est une activité qui accélère, en tout cas, qui est un vecteur du changement climatique. Donc, l'OTAN reconnaît sa responsabilité, en tout cas en partie, par rapport à ce phénomène. Et l'OTAN n'est pas seul, d'ailleurs. Vous aurez peut-être lu dans la presse, enfin, vous le verrez peut-être, là, ou peut-être que vous verrez cet article. On voit que la presse mainstream, pas simplement au Royaume-Uni, également en Allemagne et dans d'autres pays, vous avez des articles de presse qui évaluent le coût climatique de la guerre en Ukraine, ainsi que celui de la guerre à Gaza. Alors, à Gaza, une étude récente de l'université Queen Mary de Londres a montré que les émissions des premiers 120 jours de ce conflit ont dépassé les émissions de 26 pays individuels en 6 mois. Donc, c'est en un an, pardon. Et là, ça veut dire que, et ça, c'est la guerre elle-même, sans parler des coûts climatiques de la reconstruction, que ce soit l'Ukraine ou Gaza. Et l'empreinte carbone des forces armées, qu'on appelle l'empreinte de la botte carbone de l'armée, représente 5,5% de la totalité des émissions à l'échelle mondiale. Alors ça, c'est un chiffre que vous ne connaissez peut-être pas, mais on sait que l'aviation, par exemple, est un facteur aggravant du changement climatique. On dit d'éviter de prendre l'avion. Et alors, mais souvent, vous avez des gens qui prennent l'avion pour ensuite donner une conférence sur le changement climatique, ce que j'ai fait moi-même hier. Toujours est-il que les émissions carbone des forces armées en temps de paix sont le double de celles de toute l'industrie aéronautique à l'échelle mondiale, qui représente 2,5% de la totalité des émissions. Donc, si on s'intéresse donc à l'avenir, pas simplement de l'OTAN et des autres alliances, ici l'OTAN sert d'exemple un peu pour toutes les alliances de ce type, ce qui risque de se produire, c'est qu'avec l'accélération du changement climatique, les émissions de carbone figureront maintenant dans le calcul de proportionnalité de la préparation à la guerre. C'est-à-dire que dans la décision, dans la démarche décisionnelle par rapport à la guerre, on va prendre en compte le coût en carbone. C'est-à-dire si le coût de la guerre en carbone dépasse celui que l'on pourrait éviter justement en trouvant d'autres solutions. Alors, il y a la guerre climatique elle-même, lorsqu'on attaque des éléments climatiques eux-mêmes. La Convention de Genève, par exemple, a des protocoles qui prévoient l'interdiction d'attaquer des zones environnementales. Enfin, le statut de Rome également prévoit des dispositions qui font de la dégradation de l'environnement un crime de guerre lorsque ceci va à l'encontre du principe de proportionnalité. Vous avez également des interdictions qui visent
la destruction de terres agricoles ou de sources ou d'installations d'eau potable, etc. Donc, il existe toutes sortes de dispositions déjà, et la guerre environnementale dans laquelle l'environnement est détruit à des fins de gains militaires, là encore, en tout cas, c'était le cas avec l'utilisation de l'agent orange, vous avez la photo ici, ça encore, c'est interdit. En tout cas, les lois de la guerre prévoient déjà des dispositions, en tout cas, certaines d'entre elles vont dans ce sens, et ces dispositions peuvent elles-mêmes évoluer avec les événements. Donc ça, c'est le côté, si vous voulez, juridique. Et puis, il y a un autre aspect qui est celui de l'opinion publique. Une étude a été menée par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, où une étude a porté sur quelques 70 000 personnes à travers le monde, et elles ont été interrogées sur leur position par rapport au changement climatique, et constaté que 80% des personnes sondées, donc 4 personnes sur 5, souhaitaient que leur gouvernement prenne des mesures plus fermes pour lutter contre le changement climatique. Et vous avez même 86% des personnes interrogées qui souhaitaient que leur pays puisse mettre de côté les litiges, les géopolitiques, pour s'unir face aux défis climatiques. Donc, du côté du public, il y a également la volonté de faire quelque chose par rapport au changement climatique. Et puis, le dernier élément d'appréciation, et la raison pour laquelle je pense que nous évoluons dans ce sens, en tout cas l'avenir semble pointer dans cette direction. En décembre 2024, la Cour internationale de justice, dans le cadre de certaines audiences relatives aux dégâts environnementaux plutôt rencontrés en situation de guerre, avait entendu une affaire présentée par la Palestine, qui estimait que les dégradations environnementales devaient être considérées comme des crimes de guerre. Donc, voilà où nous en sommes sur le plan, si vous voulez, de juridique et de l'opinion. Alors, par rapport à tout cela, comment l'OTAN peut-elle se préparer et réagir face à ces changements? Alors, vous allez être un peu cynique en disant, mais pourquoi, diable, l'OTAN se préoccuperait de tout cela? Cela n'aboutirait qu'à un désavantage stratégique. Certains de mes collègues pensent effectivement que c'est une forme d'idéalisme. Si l'OTAN essaye d'agir pour le climat, ce n'est ni la Russie ni la Chine qui vont en faire autant, et donc par définition, l'OTAN se retrouvera en situation de désavantage. Alors on en reparlera pendant la séance de questions si vous le souhaitez, mais il semble que l'OTAN est là pour essayer de faire respecter l'ordre international fondé sur les règles, et si l'OTAN veut être la propriétaire d'un ordre international, et notamment un ordre fondé sur des règles, l'OTAN a l'obligation d'agir en conséquence, de faire quelque chose, et donc de s'adapter, en tout cas de se préparer à ces changements, et donc de donner l'exemple. Enfin, cela relève de la position de l'OTAN de traiter de ces questions. Alors, est-ce que cela met l'OTAN dans une situation de désavantage stratégique? Pas nécessairement, parce que la plupart des victimes de guerre sont, en tout cas, sont les accidents et les décès sont liés au transport militaire faisant intervenir des carburants classiques. Donc, en changeant de mode de transport, on pourrait éviter pas mal de victimes de morts et de blessés. Alors, la réponse par rapport à tout cela, c'est de mettre en place les éléments de la guerre à faible teneur en carbone, sobre en carbone. C'est un collègue de l'université en Suède qui m'avait parlé de manière assez détaillée. Alors, et d'autres auteurs en ont parlé. Investir, des dépenses militaires dans les carburants renouvelables, les carburants de recharge, de rechange, la séquestration, la capture carbone, l'investissement également dans la guerre par les drones. Mais là, il s'agit donc de remplacer les avions de chasse à forte qui utilisent beaucoup de carburant par d'autres modes de guerre. Autrement dit, on essaie de mettre en place d'autres moyens
c'est déjà le cas, mais en tout cas de développer ces moyens alternatifs parce que ces nouveaux moyens ont un impact climatique moins prononcé que ceux de la guerre classique. Alors, ça, c'est déjà une première évolution qui pourrait s'amorcer. Puis, il y en a une autre qui est déjà en train de se faire et qui concerne la réinterprétation de la raison d'être de l'OTAN. Hein, parce que, bon, ce qui incarne l'OTAN, c'est l'article 5, qui est un article de défense mutuelle qui prévoit qu'une attaque armée contre l'un ou plus des alliés, donc de l'Alliance, sera considérée comme une attaque contre tous les membres de l'Alliance. L'idée qui sous-tend cela, c'est que la réponse sera également militaire. Or, ça n'est pas exactement ce que prévoit l'article 5. Il ne précise pas qu'il doit s'agir d'une réponse militaire. On voit qu'il s'agit d'une représaille, d'une réaction. Or, le changement climatique amène de nouvelles menaces qui ne sont pas nécessairement des menaces armées. En fait, il y en a très peu. Alors, évidemment, on peut imaginer des situations où vous aurez une attaque armée contre, par exemple, des installations de géo-ingénierie, c'est imaginable, mais vous pouvez imaginer des attaques cyber ou d'autres qui sont également possibles, sans oublier les catastrophes non naturelles, telles que je les évoque dans mon article. Et là, on peut se dire que le changement climatique crée de nouvelles menaces, mais en même temps, il appelle de nouvelles réponses, de nouvelles formes de réponses, pas nécessairement par la force armée qui a une forte intensité de carbone, mais peut-être un autre niveau de représailles qui se trouvera en deçà de ce seuil-là. Et cela supposera de s'intéresser davantage à la prévention de la guerre, d'agir en amont, d'éviter d'en arriver à une situation telle que celle de l'Ukraine. Alors évidemment, l'Ukraine ne ressort pas de l'article 5, puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, mais c'est un exemple où la prévention sera davantage mise en avant. Pourquoi ? Parce que l'article 5, en tout cas dans tout ce qui concerne la partie attaque armée, réponse armée, cet article 5 lui-même fait déjà l'objet de réinterprétation dès lors d'ailleurs que l'OTAN a réintégré le domaine cybernétique comme relevant de l'article 5, parce qu'encore une fois, on ne précise pas qu'il ne s'agira d'une réponse armée. Et évidemment, l'attaque, on peut très bien imaginer qu'il pourrait s'agir d'une attaque cyber plutôt qu'une attaque armée. Et inversement, la réponse serait elle aussi du même ordre. Mais il y a une autre façon de réinterpréter l'article 5. La question est de savoir de toute façon si cette réinterprétation est une bonne ou une mauvaise chose. À la limite, on pourrait se demander, est-ce que finalement, cela ne pourrait que compromettre la sécurité européenne et transatlantique. Alors évidemment, il y a une façon de voir la chose, mais on peut se dire qu'il y aurait certes peut-être des potentialités négatives puisque la dissuasion chez l'OTAN suppose la menace d'une réaction collective armée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'appuyer ou de mettre en œuvre l'article 5. Depuis 70 ans, il n'y a qu'une seule fois que l'article 5 a été évoqué, c'était après le 11 septembre. En général, on n'a pas recours. C'est la simple menace d'une réaction collective à une attaque qui donne toute sa force à l'OTAN. Mais on peut voir les choses différemment. Et ça pourrait être un tour positif parce qu'on peut imaginer que l'OTAN réagisse ou agisse plutôt en amont, en prévention des conflits, mais en plus, cela pourrait renforcer l'OTAN politiquement en lui donnant une direction, une démarche qui, comme vous le voyez sur mon petit dessin là, avec la mort cérébrale, cela pourrait amener l'OTAN, au lieu d'être une alliance de défense, devienne une alliance de sécurité et prenne ici une nouvelle dimension. Alors, ceci m'amène quasiment à la conclusion de mon intervention. Qu'avons-nous appris ici ? Nous avons vu que le changement climatique représente une menace pour l'OTAN, certes, mais également pour toutes les alliances militaires. Le changement climatique a une incidence sur la façon
dont les forces armées se battent, dont elles s'entraînent. Cela peut changer le nombre de conflits qui pourraient émerger. Le changement climatique a une incidence également sur le matériel militaire et ce problème ne va pas disparaître de lui-même. Au contraire, il va s'aggraver avec le temps et à mon sens, si une prise de conscience de l'empreinte carbone va finalement amener le temps à inclure les émissions de carbone dans la moralité de la guerre, mais également dans les lois de la guerre. Alors, c'est un véritable enjeu, un véritable défi pour l'OTAN et pour toutes les forces armées du monde. Mais si l'on sait, on voit cela aujourd'hui, on peut voir également qu'il y a là une opportunité d'agir maintenant pour donner l'exemple, pour mener cette démarche, et ce, en liaison avec les autres forces armées, pour faire passer ce message-là. Donc, on peut y voir là une opportunité, parce que il est toujours un peu dommage de se retrouver devant un défi insurmontable. Nous avons créé ces problèmes, il nous appartient maintenant de les résoudre, et ceci conclut mon intervention. Je vous remercie de votre attention.